Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Donc nous sommes toujours mercredi 18 mai 2022. Je continue ma lecture et la fin de la lecture euh, du livre écrit par Will Durant sur la vie et les doctrines des philosophes dans la partie qu'il consacre à Platon. Et nous sommes à la fin, donc au chapitre 10 de ce petit résumé. Où Will Durant expose sa critique de, de cette réflexion sur la République et sur la façon de gouverner, la meilleure façon de gouverner, sur un gouvernement utopique et idéal, on pourrait dire, que propose Platon. Voilà. Donc je continue ma lecture et je découvre en même temps que je lis et je commente, voilà, je digresse un petit peu euh, par rapport à ce que j'ai moi-même écrit sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité, qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Euh, voilà, la sagesse, euh, la sainteté, on pourrait dire, voilà, un état de paix universelle, d'amour universel, la réunion avec le divin, le, le moment où le royaume de Dieu s'impose sur terre, comme le pensent les monothéismes, où l'ensemble humain atteint le nirvana, ou la, le, la perfection, comme le pensent, je crois, les philosophies asiatiques dans leur système cyclique. C'est à peu près pareil. Il y a une dégradation de l'humanité, etc. Puis ça repart, ça commence, ça monte progressivement jusqu'à atteindre un état de perfection, etc. C'est cyclique, mais ça revient à peu près au même finalement. Donc, donc toutes les grandes spiritualités avaient entrevu cette évolution vers la perfection, à mon sens. Mais comme c'était exprimé sous forme de métaphore euh, et non pas de façon un peu scientifique entre guillemets, hein, parce que moi c'est pas vraiment euh, de la science, mais j'essaie de me rapprocher le plus possible d'une réflexion raisonnable et logique de cette évolution. Voilà, alors je commence ma lecture. Les autres objections sont d'ordre économique plutôt que d'ordre psychologique. La République de Platon, à ce que l'on prétend, dénonce la division de chaque cité en deux et nous offre ensuite une cité divisée en trois. La réponse est que la division, dans le premier cas, est le résultat de la lutte économique. Dans l'état de Platon, les gardiens, c'est les chefs, quoi, hein, les hommes politiques, et les auxiliaires sont précisément exclus de cette lutte pour l'argent et les biens matériels. Voilà, Platon préconise que les hommes politiques, les gardiens de la cité, soient euh, écartés de, des, des biens, de l'argent, voilà, euh, pour pouvoir se consacrer entièrement à la politique et, et au bien de la société. Mais alors, les gardiens exerceraient le pouvoir sans responsabilité. C'est ce que pose comme question. Et cela ne conduirait-il pas à la tyrannie? Effectivement, la tyrannie, c'est, comme la dictature, c'est la, la gouvernance par quelqu'un qui ne rend aucun compte de ses actes tout au long
du moment où ils gouvernent. Et je pense que c'est le problème majeur de la politique. Si les hommes politiques avaient un peu plus de responsabilité, de responsabilisation sur ce qu'ils entreprennent, sur ce qu'ils proposent et qu'ils ne réalisent pas, sur ce qu'ils euh, décident sans passer par le peuple, ou contre le peuple, ou etc. S'ils étaient jugés beaucoup plus sévèrement, sans que ça soit des voilà, sans que ça soit violent, hein, mais qu'ils puissent être déchus, qu'ils puissent être conspués, qu'ils puissent être un peu bannis lorsqu'ils agissent mal, lorsqu'ils font des malversations. Je pense que ça permettrait à la politique de hisser son niveau d'éthique, son niveau de comportement. Et s'il n'y avait aucun moyen de s'enrichir, si c'était extrêmement surveillé l'enrichissement personnel pendant le durée de son mandat, le durée de son travail, pour tout homme tout être humain qui officie au sein de la politique qui est aux affaires, hein, s'ils étaient vraiment surveillés. Alors, on peut dire que ça a vraiment évolué. On peut dire que, malgré tout, il y a quand même une surveillance qui se développe de plus en plus. Il y a, voilà, de décennie en décennie, les lois sont de plus en plus sévères. On sort de plus en plus de moyens de protection pour savoir, pour vraiment préserver l'homme politique de ce dicton qui me semble très juste: tout exercice de pouvoir corrompt. Eh bien, il faut arriver à le rendre caduc, ce dicton-là. Tout exercice de pouvoir ne doit plus jamais corrompre. Et donc, c'est important qu'il y ait une surveillance accrue de la part des citoyens. Je pense qu'on peut faire mieux que ce que nous faisons, et que plus nous faisons dans ce sens, et plus nous faisons du bien aux hommes politiques, et au peuple, et à la démocratie. Donc, cet effort de surveillance et de sanctions, je pense qu'il est bon pour l'ensemble de la population. Donc il faut avancer là-dedans. Mais alors, les gardiens exerceraient le pouvoir sans responsabilité, et cela ne conduirait-il pas à la tyrannie? Nullement. Ils ont le pouvoir et la direction politique, mais ils n'ont aucune puissance économique, ni aucune richesse. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que les hommes politiques qui ont été, qui ont été le plus éloignés de, du pouvoir économique et de la richesse, on peut penser à De Gaulle, je reviens souvent là-dessus, bien sûr on ne peut pas idéaliser non plus son mouvement, mais malgré tout au niveau éthique, il y a quelque chose qui peut servir d'exemple. Eh bien, je pense que plus un homme politique est écarté des puissances économiques et de la richesse, donc il faut qu'il ait les moyens de vivre, d'être bien et de préserver sa famille. Voilà, peut-être on doit veiller à cela pour pour pouvoir les exonérer de cela. Alors peut-être, au contraire d'un salaire, peut-être que ça serait une somme
qui serait alloué pendant les 5 ans de mandat ou les 7 ans de mandat, suivant comment ça se passe. Il y aurait une somme qui mettrait à l'abri l'homme politique s'il n'a pas, n'a pas de biens personnels, de richesse. Lui est, on va dire, un peu sa première descendance. Euh, voilà, comme un parent ferait pour ses enfants. Voilà, il a envie de lui accorder un peu de patrimoine, etc. Et s'il se comporte bien durant son mandat, cet argent lui est acquis et pendant son mandat, il n'a absolument pas de souci à se poser au niveau pécuniaire ou quoi que ce soit. Et donc, ça serait très important. Voilà. Si la classe économique est mécontente du gouvernement des gardiens, elle peut leur couper les vivres, de même que les parlements réfrènent le pouvoir exécutif en suspendant les crédits. Eh bien oui, bien sûr, ça serait une très bonne idée. Alors, si les gardiens détiennent la puissance politique sans la puissance économique, comment peuvent-ils maintenir leur autorité? Harrington, Karl Marx et bien d'autres n'ont-ils pas démontré que la puissance politique est un réflexe de la puissance économique et qu'elle devient précaire dès que la puissance économique passe aux mains d'un groupe politiquement inférieur, comme les classes moyennes au XVIIIe siècle? Ah ah, ça c'est intéressant à savoir, à voir. Est-ce que la puissance économique doit appartenir euh, aux classes moyennes? À mon sens, elle doit appartenir à l'oligarchie, la puissance économique, mais être extrêmement ponctionnée, taxée, pour qu'ils profitent de leur capacité, de leur pulsion, de leur désir de s'enrichir, qui est sans doute leur moteur, qui est quelque chose d'important à l'intérieur de leur état d'esprit, et c'est ce qui fait qu'ils deviennent des grands patrons d'industrie. Il y a ce désir de grandir, de faire de monter un empire. Alors pas de problème, on les laisse monter leur empire, on les laisse constituer euh, leur fortune, mais on prélève un maximum pour l'État. Parce qu'en fait, ce qui intéresse un de ces patrons d'industrie, c'est valable pour tous les jeunes patrons d'industrie, les Zuckerberg, voilà, tous ces Elon Musk, etc. C'est pas la fortune, ils en font quelque chose de cette fortune, mais c'est pas vraiment ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est le challenge, c'est la réussite, c'est construire, c'est bâtir. Donc, euh, on leur permet de s'amuser et d'exploiter leur potentiel, mais on ponctionne à la hauteur de 80-90%, comme c'était le cas à l'époque de, justement, sous De Gaulle, avec les grands patrons d'industrie, les Michelin, les Dassault, etc. Et ils étaient ravis de payer autant d'impôts. Donc, voilà, il n'y a pas de problème dans cette, de, pour organiser une société comme ça. C'est là une objection qui va au fond des choses et qui est peut-être fatale. On pourrait répondre que la puissance de l'Église catholique romaine, qui a forcé même les rois à s'agenouiller à Canossa, reposait dans les premiers siècles où elle s'exerça plutôt sur l'inculcation des dogmes que sur la stratégie de la richesse. Mais il se peut que la longue domination de l'Église ait été due à la condition agricole de l'Europe. Une population agricole est inclinée aux croyances surnaturelles par son assujettissement aux caprices des éléments et par cette incapacité de maîtriser la nature qui porte toujours à la crainte et à l'adoration. Quand l'industrie et le commerce se développent, un nouveau type d'homme de caractère apparaît, plus réaliste,
et plus terrestre, et l'Église faiblit dès qu'elle se trouva en conflit avec ce nouveau fait économique. Le pouvoir politique doit à chaque instant se réajuster à l'équilibre changeant des forces économiques. Et je pense qu'il a raison. Les gardiens de Platon, par suite de leur dépendance de la classe économique, seraient bientôt réduits au rôle d'agents de l'exécutif sous le contrôle de cette classe. C'est ce que nous vivons, l'oligarchie. Voilà, les hommes politiques sont sous le contrôle des dominants de la classe économique. Même le recours à la force militaire ne pourrait retarder bien longtemps cette issue inévitable. Pas plus que les forces militaires de la Russie révolutionnaire ne purent empêcher le développement d'un individualisme propriétaire chez les paysans qui étaient maîtres de la production alimentaire et par conséquent du sort de la nation. Alors voilà, il écrit ce livre dans les années 20. Donc le communisme en Russie était récent. Et donc, dès le début, euh, l'individualisme propriétaire, il était quand même présent. Alors, je pense que lutter contre ça a été un des problèmes du communisme, un de ses échecs, le fait de ne pas permettre cette expansion de cette énergie du, du, du créatif, de celui euh, qui veut réaliser des grandes œuvres. Voilà, la liberté est très importante. Il a manqué cette liberté au mouvement communiste euh, pour, pour, pour qu'il puisse offrir à l'humanité le meilleur de lui-même et donc prendre le pouvoir sur le libéralisme. Il n'a pas pu prendre le pouvoir sur le libéralisme à cause de ce problème-là. C'est que même si les directions politiques doivent être déterminées par le groupe dominant de l'ordre économique, il vaut mieux confier le gouvernement à des fonctionnaires spécialement préparés à ce rôle qu'à des hommes tombés du commerce et de l'industrie dans la politique sans aucune préparation à l'art de gouverner. Ben, c'est exactement notre problème. On est, voilà, les hommes politiques viennent beaucoup de l'industrie ou de la banque ou voilà, des avocats. Et donc, des affaires en fait, des avocats d'affaires. Et donc, il y a un problème avec ça, à mon sens. Donc, une école qui formerait les hommes politiques, mais réellement, sous un peu, en prenant certaines grandes lignes que propose Platon, et en abandonnant certaines autres qui ne sont pas viables, serait une bonne chose. Voilà, une sorte d'ENA, mais vraiment euh, qui serait vraiment euh, assaini de, de tout népotisme, qui ferait monter que les meilleurs de toutes les classes sociales, des plus pauvres aux plus riches, et qui enseignerait réellement l'art de la politique, mais d'une façon voilà, beaucoup plus profonde et beaucoup plus philosophique, beaucoup plus euh, éthique, serait une bonne chose. Et il me semble que le système veut écarter ces grandes écoles comme l'ENA. Au lieu de les réformer, il me semble qu'ils veulent les écarter. Et donc, on aura des hommes politiques qui viendront de l'industrie, qui viendront de ces grands de, de ces grands pouvoirs de l'argent. Et c'est un problème. Ce qui manque peut-être surtout chez Platon, c'est le sens héraclitien du flux et du changement. Il est trop soucieux de fixer en un tableau hiératique la mouvante scène de ce monde. Voilà. Et il faut qu'il y ait
de la souplesse à cette humanité. Il lui faut de la souplesse. On ne peut pas. Voilà, un système dictatorial comme le propose Platon ou comme le proposait le communisme n'est pas viable. Voilà, on doit tenir compte de la psychologie humaine, du niveau atteint par la conscience humaine au moment présent, au moment actuel. Et donc, voilà, avoir de la tolérance, tout en surveillant, tout en, etc., mais sans tomber dans quelque chose qui serait trop rigide. Il aime l'ordre d'un amour exclusif, comme tout philosophe timide. La turbulence de la démocratie athénienne l'a tant effrayé qu'il en est venu à une négligence complète des valeurs individuelles. Ah voilà, c'est ça. La démocratie, elle finit par se corrompre. Comme on est en train de le constater. Mais au lieu de renverser la table avec tout le jeu démocratique pour passer sur quelque chose de beaucoup plus dur, radical, comme les extrêmes veulent l'imposer en somme. Et c'est ce que la démocratie corrompue actuelle, c'est ce vers quoi la démocratie corrompue actuelle nous pousse. Elle pousse vers l'extrême parce qu'elle ne parvient pas à se réformer, à se soigner, voilà, parce qu'il faut un courage inouï pour se soigner dans l'état actuel. Il faudrait qu'elle puisse dire, bon, voilà, notre problème majeur, c'est les médias qui appartiennent aux oligarques et nous, hommes politiques, appartenant aux oligarques. Donc, ce mécanisme-là fait que la démocratie se corrompt de plus en plus et on le voit en 40 ans, on a la toute-puissance du monde des oligarques qui ont rogné sur les acquis sociaux, sur le patrimoine du peuple qui s'est racheté des pans entiers du trésor du peuple, par exemple. Tout ça, c'est parce que les médias ne sont pas libres. Donc, première chose, on libère les médias des oligarques, on les libère des hommes politiques et on leur donne les moyens de devenir des centraux posés au milieu, sans compromission ni d'un côté, ni en étant trop du côté du peuple, ni en étant trop du côté des dirigeants, des leaders, etc. Il faut qu'ils soient au centre, mais qu'ils puissent critiquer parfaitement et sans aucune crainte l'oligarchie, la politique, etc., etc. Donc, si le système était intelligent et comprenait qu'il est devant ce problème-là, il déciderait de lâcher prise. Il déciderait d'enlever un peu des thésaurisations des riches. Voilà, les riches, progressivement, depuis 40 ans, ils ont accumulé de plus en plus de richesses parce qu'on les a laissés faire, parce qu'il n'y avait pas des médias suffisamment puissants pour critiquer. Et c'est pourquoi les écarts entre riches et pauvres ne cessent d'augmenter. Les médias, chaque année, en parlent voilà, doucement, mais ne font rien contre ça en réalité. Donc ils acceptent ce mécanisme. Et ils font juste révéler le truc, mais c'est anormal qu'on n'arrive pas à interrompre cette chose-là. Et on n'arrive pas à l'interrompre parce que dans la mécanique, quelqu'un qui a le pouvoir et la toute-puissance, il ne peut pas lâcher tout seul sans qu'on ne l'y force. Par exemple, les patronats sont incapables d'offrir à leurs ouvriers
ce que les ouvriers ont gagné par la lutte. Si les patronats étaient vraiment développés, avaient une conscience déjà extrêmement développée, ils n'auraient pas besoin de lutte sociale. Les ouvriers viendraient et diraient, bon, on a besoin de ça, là il faut nous donner, faut baisser les heures de travail, il faut améliorer ça, etc. Et progressivement, les patronats diraient, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. La turbulence de la démocratie athénienne l'a tant effrayé qu'il en est venu à une négligence complète des valeurs individuelles. Il répartit les hommes en classes, tel un entomologiste ses papillons, et il ne lui répugne pas de recourir à la mystification sacerdotale pour assurer ses fins. Son état est statique. Il pourrait vite devenir une société encroûtée, régentée par d'inflexibles octogénaires hostiles à toute invention et jaloux de tout progrès. Il a absolument raison, euh, Will Durand. Il a une conscience vraiment extraordinaire, ce philosophe. Il est science pure, sans art. Il exalte l'ordre si cher à l'esprit scientifique et néglige cette liberté qui est l'animatrice de l'art. Il faut dire qu'il était américain, je pense. Donc il avait cette culture du libéralisme. Voilà, il savait l'importance du libéralisme. Il adore le nom de la beauté, mais il exile les artistes qui seuls peuvent créer la beauté ou la révéler. Son état est une Sparte ou une Prusse, ce n'est pas l'état idéal. Et il a raison. C'est clair, mais on doit prendre des choses. C'est pas parce qu'un système, c'est pas parce que le système communiste avait des tares profondes qui l'ont conduit justement à la mort, en somme, que qu'il était dépourvu de choses très importantes que le libéralisme devrait accueillir, devrait prendre, devrait utiliser et changer certains de ses comportements. Euh, un, donc un communaux-libéralisme ou un liberto-communisme serait une bonne chose, je pense. Voilà. Et maintenant que nous avons fait en toute franchise ces déplaisantes réserves qui s'imposaient, il nous reste à rendre spontanément hommage à la puissance et à la profondeur de la conception platonicienne. Au fond, Platon a raison, n'est-il pas vrai? Ce dont le monde a besoin, c'est d'être gouverné par les hommes les plus sages. C'est à nous d'adapter la pensée du philosophe à notre temps et à nos possibilités. Voilà exactement ce que je pense. Je le découvre en même temps que vous, là, en le lisant. Mais c'est exactement ça. Alors voilà, lui, il le dit bien mieux que je ne peux le dire. Je suis désolé de toutes ces lacunes euh, de mes explications qui rendent difficile l'écoute. Je le sais. Je sais très bien que c'est très difficile pour vous d'écouter ce que je dis, mais de la façon dont je le dis, et qu'il me faut de nombreuses phrases qui pourraient être résumées dans une phrase courte et vraiment parfaite. Mais bon, voilà, c'est comme ça, et je suis obligé de travailler comme ça. Nous devons aujourd'hui regarder la démocratie comme admise. Nous ne pouvons restreindre les suffrages comme le proposait Platon. Il a raison. Mais nous pouvons restreindre l'attribution des fonctions publiques et réaliser de cette façon ce mélange de démocratie et d'aristocratie que Platon semble avoir en pensée. Et l'aristocratie, ce n'est pas celle dont on pense, c'en est une autre. Nous pouvons accepter sans conteste cette idée que les hommes d'État devraient être aussi spécialement et aussi complètement préparés à leurs fonctions que les médecins. Oui, tout à fait. Nous pourrions établir des sections de sciences politiques et administratives dans nos universités. Oui, tout à fait. Et quand ces sections auraient commencé à fonctionner normalement, nous pourrions déclarer inéligibles aux charges publiques tous ceux qui n'auraient pas leur grade S sciences politiques.
Nous pourrions, mais je pense que c'est un peu le cas, mais c'est mal, c'est pas encore parfaitement bien organisé. C'est déjà bien, c'est parfaitement bien organisé pour le temps que nous sommes. L'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Elle est perfectible. Notre, euh, notre système éducatif des élites est perfectible. Mais il est parfait pour ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça la curiosité que je décris sur la mécanique universelle. Nous pourrions même rendre éligible à un office tout ce qui aurait été spécialement préparé et par là même en finir avec ce système compliqué de nomination qui est le siège de la corruption démocratique, que les électeurs choisissent quiconque dûment éduqué et qualifié se porte candidat. De cette manière, la démocratie aurait un choix incomparablement plus grand qu'aujourd'hui, où des candidats également grotesques donnent tous les 4 ans le spectacle de leur battelage et de leur duperie. Il parle pour les États-Unis, je suppose. Une seule réforme suffirait à rendre tout à fait démocratique ce plan de restriction des charges aux seuls gradués de la technique administrative. Elle constituerait à égaliser Elle consisterait à égaliser les chances d'éducation et à ouvrir à tous, hommes et femmes, quelles que soient leurs ressources, des parents, le chemin des universités et la carrière politique. C'est ce qui s'est fait plus tard et je pense qu'il a été influent dans son pays et peut-être pour l'Occident. Il serait très simple pour les municipalités, les départements et l'État d'accorder des bourses d'études à tous les lauréats des écoles primaires, des écoles supérieures et des collèges qui auraient donné certaines preuves de capacité et dont les parents ne pourraient, faute de moyens, les voir arriver au dernier échelon de l'enseignement. Nous aurions ainsi une démocratie vraiment digne de ce nom. Exactement. Et il serait très facile de retrouver le niveau déjà de l'école, de l'enseignement qu'on a connu dans les Trente Glorieuses et qui vraiment favorisait l'ascenseur social et aller bien au-delà de ça. L'école doit être gratuite, libre et les enseignements doivent être égalitairement répartis. On doit avoir les mêmes enseignements, la même qualité d'enseignement que dans les grandes écoles à Charlemagne, dans les grands lycées, etc. L'ensemble des professeurs doit avoir ces moyens et on a dégradé leur travail, leur façon de travailler, etc. Donc, et c'est ça aussi qui a dégradé la, la scolarité et l'a rendue élitiste et népotique en réalité. Donc il y a eu cette dégradation. L'école l'école publique doit être d'excellence et toutes les écoles publiques et toutes les facultés doivent avoir le même niveau d'enseignement, c'est-à-dire le niveau maximal d'enseignement. Voilà. Enfin, il n'est que juste d'ajouter que Platon comprend très bien que son utopie aura bien de la peine à trouver place dans le royaume des contingences pratiques. Il admet qu'il a décrit un idéal difficile à atteindre. Il répond que cette figuration de notre désir n'est pourtant pas sans valeur. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est qu'il peut imaginer un monde meilleur et vouloir qu'une partie au moins de son rêve prenne corps dans la réalité. L'homme est un animal créateur d'utopie. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ça. Et Platon, il faut quand même se rendre compte que Platon, il y a 2500 ans qu'il écrit. Et des milliards d'êtres humains entendent ce nom, le connaissent. Comment, c'est peut-être, voilà, ce sont les hommes ces hommes-là, Platon, Socrate, Aristote, Saint-Augustin, euh, Confucius, Bouddha, Jésus-Christ, Moïse, etc.
l'ensemble des êtres humains les connaissent. C'est quand même extraordinaire. Et le travail, la pensée, combien de milliards d'humains il a inséminé, Platon, par ses idées. C'est hallucinant, quoi. C'est incroyable. Et c'est pitoyable quand on voit des philosophes actuels qui contestent la morale de Socrate, qui voudraient faire passer les sophistes avant les Socrates. Si l'humanité elle a choisi Socrate, c'est pas pour rien, et pas les sophistes. C'est parce que la morale, c'est notre horizon. Voilà. Et les sophistes parlent de la morale telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Oui, voilà, on est comme ça, on est tel quel. On doit gagner de l'argent en éduquant les gens à abuser leurs congénères. C'est très bien. Voilà, on peut faire des écoles de commerce en pagaille. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, ce que j'ai reçu le coup de fil euh, qui, qui a coupé ma, ma discussion de tout à l'heure. C'était un jeune gars qui voulait me faire changer pour un patron, évidemment, qui voulait me faire changer de compagnie de fournisseur d'électricité. Et il se présente en disant je suis juste un comparatif, on vous donne juste des comparaisons, vous faites ce que vous voulez, etc. Et je lui dis mais non, c'est pas ce que vous faites, vous vous présentez comme ça parce qu'on vous oblige à vous présenter comme ça. Le marché vous oblige à vous conduire de façon non éthique, mais bien sûr vous proposerez quelque chose. Et en fait, je vais vous laisser me dire, faire votre laïus, mais je ne changerai pas je vous le dis tout de suite. Donc, c'est pour vous mettre devant cette contradiction. Et je lui ai dit, vous savez, c'est pas vous que j'incrimine, c'est vos patrons. C'est les gens qui vous obligent à abuser des gens naïfs, qui font une sorte d'anti-héroïsme, puisque en réalité, le héros, c'est celui qui défend le naïf, le simple, le vulnérable, de l'oppresseur, du puissant, etc. Et là, ce système-là, il oblige à abuser les plus vulnérables, puisque c'est les plus vulnérables qui vont euh, accepter ce genre de choses. Et j'ai dit, ça, dans quelques décennies, vos patrons seront condamnés, parce que c'est anormal, c'est condamnable de ne pas offrir à un employé de quoi un travail qui satisfait son éthique, qui le fasse grandir moralement et qui le rende, qui lui permette d'être juste avec ses congénères, bienveillant avec autrui, d'être fraternel, etc. Chaque patron se devrait de se devrait d'offrir à ses employés un travail digne, un travail voilà, moral, un travail éthique. Voilà, et ceux qui ne le font pas devraient être entièrement condamnés et le seront. Ces employeurs-là seront condamnés un jour ou l'autre. Voilà, ils fabriquent euh, des, des, des gens capables d'abuser de leurs congénères et c'est une honte. Et c'est typique du marché du néolibéralisme. Justement, on lui a laissé sa toute-puissance. Il n'y a personne qui a contesté ça. Ce que je viens de dire, certainement des gens ont dû le penser, mais on ne les a pas laissés exprimer cela. Les journalistes n'ont pas eu le pouvoir de le mettre en lumière et de dire voilà exactement ce qu'ils font. Donc, de les faire conspuer par la société. Et donc, s'il mettait à jour ce genre de choses, mais tout de suite le système s'assainirait, parce qu'on se détournerait de ça, et donc pour ne pas perdre du marché, il serait obligé de devenir éthique. Voilà. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé pour l'instant. Nous regardons en avant et en arrière et nous soupirons après ce qui n'est pas.
Et ce n'est pas toujours sans résultat. Plus d'un rêve a pris membre et marché, ou poussé des ailes et volé, tel le rêve d'Icare. Après tout, même si nous n'avons fait qu'esquisser une image, celle-ci peut servir de but et de modèle à nos actes et à notre conduite. Lorsque nous serons assez nombreux pour voir l'image et marcher à sa lumière, utopie trouvera place sur la carte. Oui, oui, lorsque nous serons assez nombreux pour voir l'image et marcher à sa lumière, c'est exactement ce que je propose. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection, c'est éclairer le sens de l'humanité. Et donc la lumière, aller vers la lumière, marcher dans la lumière, dans la conscience, évoluer en pleine conscience. On va vers cela. Et la mécanique universelle est destinée à éclairer ça. En attendant, s'érige au ciel un modèle de la cité parfaite. Qui le veut peut le contempler, et en le contemplant se gouverner soi-même. Peu importe que cette cité existe ou doive jamais exister quelque part, celui qui la contemple agira conformément aux lois de cette seule cité idéale. 592, c'est ce qu'a écrit Platon. Et bien ça c'est extraordinaire. Voilà, le génie c'est le génie. L'homme de bien suivra la loi parfaite même dans l'état imparfait. Malgré toutes ces concessions faites au doute, le maître fut assez audacieux pour risquer l'aventure lorsqu'une occasion lui fut offerte de mettre son plan à exécution. L'an 387 avant Jésus-Christ, Platon fut invité par Denis, tyran de Syracuse, capitale de la Sicile, ville alors puissante et prospère, à venir transformer son royaume en état idéal. Donc voilà, on lui a proposé de l'imposer. C'est vraiment bien. Et le philosophe, ayant pensé, comme Turgot, qu'il était plus facile d'éduquer un seul homme, fût-ce un roi, que tout un peuple consentit. Mais quand Denis s'aperçut que le plan exigeait ou qu'il devint philosophe ou qu'il cessa de régner, il se déroba. Et l'histoire finit par une amère querelle. On raconte que Platon fut vendu comme esclave pour être ensuite racheté par son ami et élève Anicéris. Ah ben voilà, Anicéris. Si j'ai un enfant, je l'appellerai Anicéris. Si j'ai encore un enfant. Bon, c'est ce que j'en doute. Anicéris. Ce dernier, lorsque les disciples athéniens de Platon parlèrent de lui rembourser la rançon qu'il avait payée, refusa en disant qu'ils ne devaient pas être les seuls à avoir le privilège de secourir la philosophie. Voilà les grands. Bon, ceux qui sont riches peuvent avoir cette grandeur. Et beaucoup de pauvres, s'ils avaient d'un seul coup la richesse d'un oligarque, seraient aussi généreux, sinon plus, que ces oligarques que ne le sont ces oligarques. Beaucoup d'oligarques le sont d'ailleurs, et de plus en plus généreux. Voilà. Cette expérience, et si nous en croyons Diogène Laërce, une autre semblable, peut expliquer le conservatisme désabusé du dernier ouvrage de Platon, les lois. Ah, d'accord. Eh bien, très bien, voilà. Alors, après, il a vu que ça pouvait pas, vraiment, qu'on ne pouvait pas changer. Évidemment, c'était un peu risqué de proposer à un roi, de dire à un roi, bon, vous n'êtes pas capable de devenir philosophe, je vous enseigne quelque chose, mais vous comprenez rien, c'est pas la peine, donc c'est inutile, et en même temps, vous ne pouvez pas régner, donc quittez le poste et laissez-moi trouver votre successeur. On comprend qu'il ait été mis en esclavage à l'époque. Cependant, bon, aujourd'hui, on peut critiquer, et je me permets de le faire, et sans risquer quand même vraiment sa peau. C'est ni le bagne, ni... Voilà. Jusqu'à quelle limite, je ne sais pas, mais en tout cas, la démocratie est le seul endroit où quand même, elle préserve ses penseurs, ses artistes, ses sensibles. Cependant, les dernières années de sa longue existence ont dû être assez heureuses. Ses élèves s'étaient dispersés en tous sens,
et partout leur succès lui fit honneur. Ben, j'aimerais bien que ça m'arrive, ça, vers la fin de ma vie. Voilà, que les gens viennent un peu me dire, écoutez, c'est pas mal ce que vous avez fait, on vient vous écouter. Il faudra que j'apprenne à parler entre-temps. Bon, il me reste quelques années peut-être à travailler cette oralité. Il vivait en paix dans son académie, allant de groupe en groupe parmi ses élèves. Voilà ce que j'aimerais. Et leur proposant des problèmes sur lesquels il devait méditer et, lorsqu'il revenait, lui donner la solution. Alors, ça serait bien ça. Voilà, des groupes. Et je rêverais d'arriver à d'avoir un groupe de chercheurs, de penseurs, voilà, d'étudiants et dire, ben, voilà, on pourrait vous, si vous voulez penser, réfléchir à ce que va devenir la loi, ce que va devenir la technique, ce que va devenir notre, etc., pour démontrer que l'humanité va vers sa perfection. Lorsqu'il revenait, lui donner la solution. La Rochefoucauld a dit que peu d'hommes savent vieillir. Platon sut apprendre comme Solon, et moi je ne sais pas vieillir malheureusement. C'est laborieux pour moi. Et enseigner, mais peut-être parce que j'ai pas assez fait de guerre comme Platon, justement. Je ne me suis pas assez confronté à l'existence. Donc j'ai pas développé ce potentiel de lutte qui est nécessaire pour bien vieillir. Platon sut apprendre comme Solon et enseigner. Donc je pense que voilà, on devrait travailler sur les psychologies qui fuient parce qu'ils ont été trop maltraités et qu'ils n'ont que la fuite. Ils ont pris l'habitude de la fuite parce qu'ils ont vu dans l'enfance leur mort arriver et ça a bloqué leur cerveau, etc. Et après, la mécanique de la fuite euh, bloque le cerveau et empêche de comprendre qu'il faut prendre de l'expérience de la vie. Et donc c'est la fuite que j'ai pris moi justement avec l'alcool, avec voilà l'affolement, enfin tout ce qui m'a permis de fuir et qui m'a empêché de développer ce courage qui est nécessaire pour bien vieillir. Et ça, je pense que ça mériterait une vidéo pour bien, voilà, pour expliquer ça plus clairement. Platon sut apprendre comme Solon et enseigner comme Socrate, guider une jeunesse ardente et gagner la sympathie intellectuelle de ses compagnons, car ses étudiants l'aimaient comme il les aimait lui-même. Il était leur ami en même temps que leur philosophe et leur guide. C'est génial. L'un de ses élèves, en face de ce grand abîme qu'on appelle le mariage, invita le maître à ses noces. Platon s'y rendit, riche de ses 80 ans, et prit part à l'allégresse du festin. Comme le rire chassait les heures, le vieux philosophe chercha un coin tranquille et s'assit pour somnoler. Au matin, le festin terminé, les convives fatigués vinrent le réveiller. Ils s'aperçurent que pendant la nuit, tranquillement et sans cérémonie, il avait passé d'un sommeil léger à l'éternel sommeil. À Athènes tout entière suivit ses funérailles. Que c'est émouvant, c'est génial de mourir comme ça. Oh là là, voilà, ben c'est le privilège des courageux. Ouais. Et le problème des non courageux, c'est pas leur faute.